ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Prisme. Comprendre, questionner, débattre. Le webzine étudiant. Ok. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être vous toutes et vous tous ici pour cette déjà dernière soirée de la saison des débats Prisme. Dont la date du 12 mai prévue initialement a dû être avancée, puisque vous le savez, le 12 mai, c'est grosse manifestation, et on ne pouvait décemment pas vous demander de choisir entre la manifestation et nous. Donc, on a changé la date. Décidément, Arizona nous aura causé bien du tracas cette année. La date choisie initialement, c'est donc celle du 12, puisque ça nous permettait de tomber pendant la semaine de la Pride. Et, surprise, ça nous concerne ce soir. Comme souvent, nous abordons des sujets de société souvent déjà vus, mais en essayant de toujours de passer par un prisme aussi original que possible. C'est pourquoi, ce soir, nous allons utiliser l'angle du cinéma. Et plus précisément, on va s'intéresser à comment l'industrie audiovisuelle deal avec les questions, notamment, de représentation des personnages queer dans ses œuvres. Il va sans dire que ça a énormément évolué ces dernières décennies, et bien qu'il reste du chemin, on revient de loin, de très très loin. Peut-être le savez-vous même, mais Hollywood a déjà été jusqu'à codifier son industrie pour empêcher de montrer certains personnages. Ça s'appelait le code ACE, H-A-Y-S, et je laisserai Marion vous en parler plus longuement plus tard. Alors certes, heureusement on n'en est plus là, pour autant, est-ce qu'il n'y a plus rien à corriger ? Bien sûr que si. Vous le savez, avant de rentrer dans le dur, je vais juste revenir un petit peu sur le déroulé de la soirée, de manière à passer une soirée constructive. Donc ce soir, on va aborder 3 thématiques bien distinctes que je vous introduirai d'abord, et qui seront ensuite illustrées par des extraits audiovisuels choisis par Marion ici présente. Et vous aurez ensuite, dans un premier temps, 5 minutes par table pour discuter entre vous d'une question bien précise que je vous poserai. Et à l'issue de ces 5 minutes, on fera une espèce de grande mise en commun pendant une dizaine de minutes où vous pourrez revenir, prendre la parole, rebondir sur les réflexions qui seront faites. Voilà. Pour ça, évidemment, nous ne serons pas seuls. Nous sommes accompagnés de 2 personnes qui sont à mes côtés. Si j'ai bien compris, c'est des personnes qui ont déjà bossé un petit peu ces sujets, donc je vous laisse peut-être vous présenter. Pour vous me disiez, qu'est-ce qui fait que c'est vous et pas d'autres gens ? Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lucille Kounen, je suis doctorante ici à l'ULB en communication en 2e année. Et alors je m'intéresse à tout ce qu'on appelle diversité dans les séries du point de vue de l'audience. Donc je vais vraiment demander comment est-ce que si vous regardez des séries, vous définissez la diversité, quels personnages vous allez retrouver, à quel personnage vous allez vous identifier, qu'est-ce que vous retenez des représentations que vous retrouvez, etc. Et puis après je regarde un peu toute cette diversité, comment elle est utilisée en fait par les plateformes de streaming. Merci, c'était très clair. Bonjour à tous et toutes, moi c'est Valérie Piette, je suis historienne et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes, je donne le cours sur les questions de genre à l'ULB et accessoirement je suis aussi vice-rectrice à l'enseignement. Waouh. Ok, merci. Je ne fais pas partie de la communauté queer, je ne fais partie d'aucune minorité dont on va parler ce soir, et je ne peux être pas plus qu'un allié qui a encore probablement beaucoup de choses à apprendre. Alors, si dans la soirée, j'utilise pas les bons termes, je dis quelque chose qui peut heurter quelqu'un, voilà, c'est purement... ou que je fais une autre maladresse de ce genre-là, je m'en excuse d'avance et sentez-vous libre de me corriger si le besoin en est. Alors, attaquons. On va ouvrir la soirée avec une question assez générale, celle de comment les personnages LGBTQIA+, sont représentés dans nos films et nos séries. Il y en a indéniablement de plus en plus, aux grandes dames de certains et de certaines bien sûr, mais est-ce que c'est toujours bien fait ? Ce questionnement en lui-même pourrait paraître déjà étrange. Pourquoi un personnage issu de telle ou telle minorité pourrait être plus ou moins bien représenté que n'importe quel autre ? Pourtant, des concepts comme celui du queerbaiting ou du bury your gaze ne sortent pas de nulle part. Pour les personnes qui ne verraient pas ce que c'est, le bury your gaze, c'est l'idée que les œuvres peuvent avoir une fâcheuse tendance à réserver une trajectoire pas tip-top à certains de leurs personnages LGBTQIA+.
Je ne donnerai évidemment aucun exemple pour ne pas spoiler et éviter tout Bury or animateur de débat, mais en gros ça fait personnage dont l'intrigue tourne autour de son orientation sexuelle, coming out, paf, disparu d'une manière plus ou moins sordide. Pourquoi? Je vous laisse y réfléchir. Le queerbaiting, quant à lui, n'est autre qu'une méthode pour attirer la communauté en lui faisant miroiter l'existence de personnages queer ou d'intrigues impliquant ces questions sans que ce soit finalement réellement le cas. Ça montre que les productions ont quand même compris qu'il y avait un enjeu à ce niveau-là, avec ce que d'autres appelleront des quotas, où l'on sent que les productions se disent qu'avec tous ces woke hystériques, il faut quand même mettre un PD ou une lesbienne, quand même, parce qu'il faut qu'il y ait un peu pour tout le monde, sans vraiment se demander si elle passerait le test de Vito Russo, en représentant avec pertinence les personnages LGBTQIA+. Mais mieux vaut-il une représentation ratée que pas de représentation du tout? Je vais laisser Marion vous expliquer ce que c'est un peu plus précisément le test de Vito Russo. Oui, alors, bonjour tout le monde. Vous le savez peut-être déjà, je suis là pour vous passer quelques extraits ce soir et alimenter un peu la discussion et le débat entre vous et avec les chercheuses. Je vais reprendre deux concepts que Loïc a nommés et le premier que je vais reprendre, la première notion que je vais reprendre, c'est celle du code ACE. Pour expliquer un petit peu plus ce que c'est. Donc le code ACE, c'est un code de censure qui a été établi aux États-Unis. Il a été mis en place en 1930 dans un contexte de puritanisme aux USA et il a été appliqué jusqu'en 1966 avec une application très stricte au moins jusqu'aux années 50. Ça se tasse un peu après, mais il reste quand même présent. Et surtout, il est intéressant le code ACE parce que il a marqué l'histoire du cinéma, notamment du cinéma hollywoodien. Et vous le savez, l'Amérique, c'est une puissance hégémonique au niveau de la production culturelle et cinématographique. Donc, on en trouve encore les traces à l'heure actuelle dans le cinéma et les séries. Et donc, en fait, qu'est-ce qui prévoit ce code ACE? Soit l'absence de représentation homosexuelle, très simplement, soit le fait que si une personne homosexuelle est représentée, alors ce personnage dit déviant est puni d'une manière ou d'une autre au cours de l'intrigue. Donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire soit ils n'existent pas, soit s'ils existent, ils sont voués à disparaître. Alors en fait, ces stéréotypes et ces normes cinématographiques pèsent sur la production. On retrouve la même chose, si on veut, dans la même période en Allemagne avec la montée du nazisme aussi, qui va rendre plus puritaine aussi la production cinématographique. Et donc, en parallèle de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la naissance, en fait, d'une certaine manière de représentation cryptique. Parce que s'il y a une censure, il y a contournement de la censure d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous allez voir un petit peu comment il y a certains symboles. Par exemple, si vous y faites attention, la question des marins, par exemple, c'est quelque chose qui est souvent vu comme très homo-érotique dans certaines production cinématographique ou de détours par la mythologie, par le film historique pour créer des formes de métaphores. Alors ce que je vais vous proposer en premier lieu, c'est de regarder un extrait du documentaire sorti en 1995 qui s'appelle The Celluloid Closet. The Celluloid Closet, c'est aussi le nom d'un essai sur la question du cinéma et des personnages dans le placard, puisque celluloïd, du coup, c'est la matière dans laquelle sont produites les pellicules, et de closet, ça fait référence au placard. Et cet essai, ce livre, a été écrit par Vito Russo, dont on reparlera après. Et donc ici, dans cet extrait, vous allez voir une interview de Gore Vidal, qui est le scénariste de Ben-Hur. J'imagine que tout le monde voit à peu près ce qu'est Ben-Hur, voilà, péplum, film en costume, etc. Et vous allez voir que, en fait, il y a tout un sous-texte qui existe dans Ben-Hur, dont on n'a pas forcément conscience et dont certains des acteurs, vous le verrez, n'avaient pas totalement conscience non plus. Et donc, ça montre d'une certaine manière comment même, malgré la censure, la question de l'homosexualité a été présente dans la production cinématographique. Je lance ça tout de suite. Well, you got very good at projecting subtext without saying a word about what you were doing. The best example I lived through is writing Ben-Hur. Ben-Hur and Messala, one Jewish, one Roman, had known each other in youth. They disagree over politics, and now they hate each other for the next 3 hours. Well, that isn't much to put a whole 3-hour movie on, even something as gorgeously junky as Ben-Hur. The director of the movie, William Wyler, said, "What do you do?" And I said, "Well, look, let me try something. Let's say that these two guys, when they were 15, 16, when they last saw each other,
They had been lovers, and now they're meeting again, and the Roman wants to start it up. Messala, played by Stephen Boyd, wants to start it up again with Ben-Hur, played by Charlton Heston. Heaven knows why, but he does. Anyway, he's Roman. So Willie stared at me, face gray. And I said, well, I'll never use the word. There'll be nothing overt. But it'll be perfectly clear that Messala is in love with Ben-Hur. Willie said, Gore, this is Ben-Hur. A Tale of the Christ, I think, is the subtitle, he said, rather vaguely, looking around. And Willie finally said, well, it's certainly better than what we've got. We'll try it. After all these years, still close. In every way. He said, you talked to anybody about this? And I said, no. He said, you talked to Boyd, Messala. Don't say anything to Heston, because Chuck will fall apart. I'll take care of him. So Heston thinks he's doing Francis X. Bushman in a silent version. His head is always constantly on high like this and like this. And Stephen Boyd is acting it to pieces. There are looks that he gives him that are just so clear. I said I'd come back. I never thought you would. I'm so glad. Look at you, and you come back a tribune. When I heard that news, I drank a toast to you. We'll drink another now. Vous admettrez que quand on le sait, c'est plus vraiment très subtil. On est dans le heated rivalry du péplum, quoi, clairement. Donc voilà pour l'exemple du contournement de la censure, pardon, qui n'est pas toujours particulièrement caché, quoi. Alors, je vais revenir à Vito Russo, du coup, qui a écrit Des celluloïdes closet, parce que Loïc l'a mentionné. Vito Russo, il était historien, militant, il a été fondateur du GLAAD, donc la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, et son nom a été donné à un test qui permettait de savoir quelle était, d'une certaine manière, la qualité ou le niveau de représentation des personnes LGBT. Vous connaissez probablement le test de Bechdel. Voilà. Donc le test de Bechdel qui consiste à savoir quelle est la qualité des représentations d'un personnage féminin. En fait, il y en a plein des tests, hein. Il y a Vito Russo, il y en a aussi sur les personnes racisées, etc. Il faut se dire que ces tests, c'est pas juste une liste de cases à cocher pour dire c'est bien ou c'est pas bien, le film est bon, le film est mauvais. C'est une première grille de lecture quand on sait pas vraiment par où prendre la question. Et donc je vais vous lire les questions et je vais vous proposer ensuite qu'on regarde un extrait d'une série qui pourrait peut-être passer le test de Vito Russo ou pas. C'est suffisamment ambigu pour que je vous laisse vous poser la question. Donc le test de Vito Russo comporte 3 questions. La première, c'est le film ou la fiction contient un personnage identifié comme LGBTQI+. La deuxième, c'est ce personnage ne doit pas être défini exclusivement ou principalement en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Et dans la troisième question, le personnage doit être lié à l'intrigue de telle manière que la suppression du dit personnage aurait une influence significative sur l'intrigue elle-même. Autant dire que ça recoupe assez bien toutes les questions dont on a parlé avant, qui sont celles un peu du token, donc l'idée de mettre un quota de personnes LGBT, mais finalement elles servent pas à grand-chose dans l'intrigue, elles sont là parce qu'on s'est dit il faut quand même qu'il y ait un de ces personnages pour rallier la communauté. Typiquement dans les films des années 90-2000, ça va être le meilleur ami gay, qui est gentil et qui est rigolo, mais s'il est pas là, le film fonctionne quand même très bien. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'observer cette question du test de Vito Russo sur un extrait d'une série qui a quand même marqué une époque pour d'assez bonnes raisons finalement. C'est la série The L Word. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont grandi avec la série The L Word, du coup. Donc c'est une série produite par Showtime qui a été diffusée entre 2004 et 2009. Et il faut vous dire qu'à l'époque, à l'écran,
Des lesbiennes, on n'en voit pas beaucoup. Donc, The L Word, ça parle des lesbiennes. Pour le coup, c'est le mot lesbienne. Ça met en scène un groupe de lesbiennes et de femmes bisexuelles de Los Angeles et toutes leurs relations amoureuses, sexuelles, etc. C'est basé sur l'idée qu'il y aurait une chart, donc une sorte de tableau, de graphique, qui montrerait que toutes les femmes qui ont des relations lesbiennes, d'une manière ou d'une autre, sont en lien les unes avec les autres, soit parce qu'elles ont eu des aventures avec les mêmes femmes ou des relations amoureuses avec les mêmes femmes, soit parce qu'elles ont des ex en commun, etc. Donc, c'est une série qui est intéressante parce qu'elle comporte son lot de clichés, mais qui en même temps est extrêmement importante dans l'idée de se reconnaître à l'écran pour certaines personnes pour la première fois, et qui a construit toute une génération aussi au niveau des représentations LGBTQI+. Et donc évidemment, le test de Vito Russo, quand on y pense, il y a des questions qu'il n'aborde pas, notamment celle de l'hypersexualisation, celle de la prétendue fidélité ou infidélité des personnes homosexuelles, l'instabilité des personnes bisexuelles, etc. Enfin, il y a tout un nombre de questions qui n'est pas pris en charge. Je vais vous proposer qu'on regarde cet extrait de The L Word en ayant les questions de Vito Russo en tête, et puis ensuite on vous lancera la question qui sera celle autour de laquelle vous pourrez débattre pendant 10 minutes, puis avec les intervenantes. Alors, l'extrait n'est pas sous-titré, j'en suis désolée, mais en même temps, je trouve que ça peut être intéressant d'essayer à la fois d'analyser ce qu'elles peuvent se dire, mais aussi la manière dont c'est filmé, parce que c'est jamais anodin non plus le regard qui est porté sur les personnages. It's like a slamming party. Sorry, I missed it. Sherry, what the It's a nice way to greet an old friend. I'm sorry, Sherry, how are you? Good. Why are you here? I have an appointment. My haircut. You don't just do mohawks, do you? Because I don't think I look too good in a mohawk. Wait, so you're Sherry Peroni? I went back to my maiden name. I wasn't gonna keep that fucker's name. But I certainly kept a shitload of his money. That's where you want me? Scumbag left me for his bookkeeper. She's about your age. Yeah? Well, I'm really sorry to hear that. Oh, don't be sorry. You should have seen his face when the judge awarded me half his company. Hold on, sure, okay. Right. You look beautiful, by the way. Hey, baby. The reservations came through for tonight. Do you want me to wait for you out front, or...? Carmen, this is Sherry. Sherry, this is Carmen. Carmen? Fuck you. Let go of me. Stop it! Hey, calm down. What's your problem? Sherry Jaffe. Come on, I didn't know she was coming. Bullshit! You don't believe me? Go look at the book. Go look at my book, you don't believe me. Fucking Peroni, she booked under a different name. What do you want me to do? Huh? Okay, whatever, that's not the point. Tell her to go fuck herself! Act like you have a girlfriend. You ever say that she was your girlfriend? Yeah. Congratulations, Shane. She's pretty. But not as hot as you are. Why don't you come out to the beach this weekend? You can bring the girlfriend if you want. I'd rather see you by yourself. Sometimes it ain't gonna get better if I do some rhyme.
Ok, merci Marion pour ces extraits. Donc voilà, je vais vous poser maintenant une question claire, voilà, sur laquelle vous avez 5 minutes du coup pour papoter. Cette question c'est, quand l'industrie cinématographique s'empare des représentations LGBTQIA+, comment est-ce qu'elle le fait et quels sont les progrès à faire? Prisme. Comprendre, questionner, débattre. Le webzine étudiant. Ah, pas mal le signal sonore. Est-ce que quelqu'un a le courage de lancer la machine? Bonjour à tous. Je vais essayer de résumer un peu les idées qui sont sorties autour de ma table, même si c'est un peu brouillon dans ma tête. Mais on se disait quand même qu'il y avait pas mal de clichés. Enfin, on se base sur l'extrait qu'on a vu, mais aussi de manière générale dans le cinéma actuel. On trouve que c'est quand même très hétéronormatif, le cinéma, et cisnormatif. Donc c'est vraiment très axé sur le regard d'une société hétéronorme et cisnorme. Et ici, ce qui nous a frappé dans l'extrait, c'est quand même aussi la sexualisation de la femme. Moi, en voyant ça, je me suis dit que c'était peut-être un homme qui avait réalisé la série. On a fait nos recherches, en fait, c'était une femme. Voilà. Donc, on n'est pas dans le male gaze. Mais pour moi, il y a quand même du male gaze parce que voilà, la femme est quand même forcément sexualisée ici dans la série. On le voit avec un certain plan, je pense qu'on a tous et toutes vu. Donc, il y a quand même ce cliché-là. Dans l'extrait, il y avait aussi les clichés comme quoi, peut-être ça met en avant le cliché que les lesbiennes sont infidèles, qu'elles se connaissent toutes entre elles, etc. Donc je pense que là-dessus, il y a quand même pas mal de choses à déconstruire encore, même si il faut se rappeler du contexte où c'était il y a 20 ans. Donc comme le disait mon ami Nadra, c'était quand même assez avant-gardiste finalement. C'était quand même assez avant-gardiste finalement pour l'époque, mais pour l'analyser avec notre regard aujourd'hui, voilà, ça c'est un peu la conclusion qu'on en a fait. Autre chose, c'est que les personnes LGBT sont certes de plus en plus représentées, donc ça c'est cool, mais il y a quand même un côté où on doit beaucoup insister sur le fait qu'elles sont LGBT, là où par exemple les personnes hétéros, on n'a pas besoin spécialement de préciser qu'elles le sont, donc c'est un peu toujours le nerf de la guerre pour moi. C'est bien qu'elles soient représentées, donc la question de tout à l'heure que tu as posée, c'était est-ce que c'est mieux qu'elles soient pas représentées du tout ou mal représentées? Moi personnellement, j'ai pas la réponse. Mais je trouve que c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'insister toujours autant, de mettre toujours autant l'accent sur le fait qu'elle le soit, et que ça pourrait pas juste être normal, en fait, comme être hétéro. Voilà. C'est tout. Merci. Merci pour cette première parole. Donc tu finis par une question. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réfléchi à d'autres tables. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a soulevé? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont des réflexions communes? C'est très possible aussi. Si ce n'est pas le cas, je suis sûr que les personnes sur mes côtés auront quelque chose à dire. Pas de buzz? Dis. Ah, merci. Hola. Je partage une partie de son avis, mais je pense que quand tu es une personne non hétérosexuelle, et le fait que l'on mentionne souvent ce petit détail dans les médias, c'est parce qu'en général, c'est pas que ta vie non plus est centrée là-dessus, hein. Mais en grande partie, oui. Et moi, je suis plus dans le parti où on pourrait, dans une série, comme il a dit, où c'est pas non plus mentionné, mais quand tu n'es pas une personne cisgenre ou hétérosexuelle, ça centre ta vie, tes rapports sociaux. Tu te demandes, est-ce que les individus que je fréquente sont les alliés de ma vie ? Ou est-ce que je peux tolérer certains dires ou pas du tout? Et même dans les représentations dans les médias, c'est souvent des personnes non hétérosexuelles qui rentrent dans les cases hétéros. On est dessiné avec un rapport très hétérosexuel. Tu veux dire que les personnages qui sont montrés ont une apparence... Je sais pas. Tu es dessiné avec... le crayon d'un hétérosexuel. Ah oui, d'accord, ok. Je voulais revenir à L-Word parce que, voilà, c'est quand même une série culte, pour plein de raisons différentes. Alors, elle a été beaucoup critiquée, elle est beaucoup critiquée par les jeunes générations, et je comprends pourquoi, mais il faut pas oublier qu'elle date de 2004, si j'ai bon souvenir, et qu'à l'époque, c'est en raz-de-marée, enfin, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire.
Et ce qui est intéressant de ce qui a été soulevé, moi je crois qu'il y a plein de lesbiennes qui regardent les fesses des femmes, qui ont envie d'avoir des relations sexuelles avec des femmes, et que faut pas nier ça non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas, enfin voilà, je crois qu'il faut aussi faire attention à ça, parce que c'est quand même réalisé par une femme lesbienne. C'est écrit aussi par des lesbiennes en grande partie. Donc voilà. Alors on peut dire que le regard d'une lesbienne peut évidemment être hétéronormé et cisnormé. J'ai aucun souci par rapport à ça, mais voilà, il faut pas idéaliser la lesbienne. La lesbienne, elle peut aussi avoir envie de faire l'amour, enfin voilà, c'est Shane. Alors bon, l'extrait qui a été pris, c'est Shane, et Shane est la femme à femme, on va dire. C'est voilà, elle va draguer tout le monde. On n'est pas dans le couple, parce qu'il y a aussi le couple très fidèle dans la série. Il faut regarder la série, elle est assez géniale. Je redis pour la 100e fois aujourd'hui que Jennifer Beals, vous savez pas qui c'est sans doute, mais Jennifer Beals est à Bruxelles aujourd'hui et j'ai appris et je serais folle de joie de la rencontrer. Vous l'avez pas vu, mais regardez qui c'est. Si vous avez vu, pour les générations encore d'avant, Flashdance, c'est elle. Et c'est la seule personne plus ou moins racisée de la série dans un premier temps. C'est une des critiques qu'on a fait à la série. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la pause, c'est un peu comme Beverly Hills, c'est-à-dire que c'est une série où vous avez une dizaine de femmes à Los Angeles, dans un quartier bourgeois. La plupart sont blanches. Et au fur et à mesure que la série évolue, et c'est ça aussi qui est passionnant, tout à coup, vous allez avoir des personnes de plus en plus racisées, vous allez avoir des latinos, puis vous allez avoir des personnes en situation de handicap, puis vous allez avoir des trans qui vont arriver. Et on sent que la série doit incorporer, c'est une bonne question, incorporer de plus en plus de diversité, alors qu'à la base, elle voulait seulement le L de Word, et elles n'ont pas, et c'était déjà révolutionnaire, sans voir que dans le L, il y avait derrière une infinité de lesbiennes. Et c'est ça qui est, je trouve, très passionnant. Donc voilà, c'est une série à voir qui a été récompensée par des hétéros. Je veux dire, dans le Hollywood, voilà, c'est une série aussi qui a été vue par des hétéros, qui a été appréciée par des hétéros. Et pour ça, à mes yeux, c'est une série qui a marqué l'histoire, en tout cas de la communauté lesbienne, certainement. Merci pour ce petit laïus sur la série. Est-ce que à d'autres tables, il y a eu d'autres approches, des choses où on se dit que c'est pas si mal sur cette question-là est-ce qu'il vaut mieux ne pas représenter ou mal représenter? Est-ce que c'est une question qui vous a inspiré? Est-ce qu'elle a soulevé des... Alors en fait, c'est une question hyper binaire, quoi. Donc c'est oui ou c'est non. Est-ce que des gens seraient capables de répondre à cette question, en tout cas d'avoir un avis très tranché ou pas? Ça veut dire que c'est une question plus ouverte que ça. Bonsoir. Moi, je pense que au niveau des représentations, en fait, le souci, c'est que pendant longtemps, il y en a pas eu ou très peu, et que du coup, dès qu'il y en avait, ça devenait un peu... les personnes LGBT sont donc toutes comme ça, et pas autrement. Et quand on dit voilà des représentations tragiques, des représentations positives ou négatives, en soi, c'est pas mauvais qu'il y ait une représentation tragique, c'est mauvais quand c'est la seule représentation. Comme il y a des personnages hétéros qui sont positifs ou négatifs en fonction, et que c'est pas lié à leur sexualité spécifiquement. Un exemple que je trouve intéressant dans un truc que j'ai regardé récemment, qui était, c'est une série sur Netflix qui s'appelle The Residence, c'est une série policière qui se passe à la Maison Blanche, et c'est un peu dans les styles genre Agatha Christie mais moderne. Et en fait, le président de la République, il y a un meurtre à la Maison Blanche et il faut trouver qui a tué. Le président et du coup son mari sont homosexuels. C'est des personnages qui sont dedans. C'est absolument pas un plot point ou un truc important. C'est juste genre ils sont là. Il y a zéro homophobie ou truc lié à leur homosexualité à aucun moment. Moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça chouette. Après, c'est juste d'avoir des personnages qui sont LGBT, qui sont là, et c'est pas lié à l'intrigue et c'est pas une histoire particulière, et ça vient pas apporter quelque chose ou quoi que ce soit. Après, pour justement arriver à ce moment-là, je pense que l'industrie a dû passer par beaucoup de choses, et que ça peut être utile aussi d'avoir des représentations variées en fait maintenant. Et je pense que maintenant on arrive à
dans une phase de l'histoire du cinéma et tout ça où, comme il y a des représentations de plus en plus variées, on peut avoir justement de plus en plus d'avis sur est-ce que cette représentation, moi, me plaît ou pas. Mais après, ça, c'est plus un truc personnel, j'ai envie de dire. Et tant qu'on continue à dire, c'est cool qu'il y en ait de plus en plus et qu'elle soit de plus en plus variée, je pense que c'est ça le plus important. Je voulais dire. Oui, ce que je voulais revenir sur cette question de mauvaise ou bonne représentation. En fait, quand on n'avait pas de représentation, ça dit aussi au public qu'il n'existe pas. Donc on n'a pas de modèle, on n'a pas de repère, on se sent pas représenté, on peut pas s'identifier au personnage, et donc en fait on est un peu exclu de la société, on a un sentiment d'illégitimité, comme si notre identité sexuelle n'existait pas, notre identité de genre. Donc avoir des représentations même mauvaises, c'est au moins avoir un petit bout de soi à l'écran ici, dans ce cas-ci. Et maintenant, on a quand même une évolution, on a du contenu mainstream queer, on a des personnages LGBTQIA+, dans les séries, dans les films que tout le monde regarde. Donc il y a quand même eu une évolution par rapport à The L-Word qui a marqué, qui reste une série référence lesbienne bien sûr et LGBTQIA+. Mais depuis, on a vraiment énormément de contenu avec plus de personnages, toujours les mêmes tropes et les mêmes stéréotypes qui reviennent, mais on peut retrouver, comme tu as mentionné, des séries où avec des personnages un peu plus différents et où la sexualité n'est pas le main point de l'intrigue, quoi. Ça c'est vraiment une des grosses pistes, j'ai l'impression, de réflexion. C'est en fait, c'est un non-événement de voir des personnages de la communauté queer à l'écran sans que ce soit en fait une intrigue. Non, t'es pas très d'accord avec ça? Ou j'ai dit une connerie, je vais reprendre une. Non, pas du tout, mais je vais jouer je suis là comme historienne, je vais jouer l'historienne de service, et je vais prendre en exemple dans la question de l'histoire de l'homosexualité. On sait que le mot de l'homosexualité naît plus ou moins à la fin du 19e siècle, 1869. C'est un mot qui est inventé. C'est dans l'idée des psychiatres à l'époque, des médecins psychiatres qui essayent de voir toutes les perversités. Hein. Et donc, dans les perversités, il y a aussi le mot hétérosexualité. Hein. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais enfin, sadomasochisme, etc., homosexualité. Et ils vont répertorier, cataloguer toutes les sexualités. C'est un moment clé. Y compris évidemment pour la communauté, c'est un moment fondamental, fondateur. Parce que c'est plus le péché, c'est plus l'Église catholique, c'est les médecins qui vont dire vous êtes en fait malade, vous êtes pervers, et donc on va vous soigner, mais vous existez du coup. Et vous n'êtes pas spécialement voué à l'enfer. Donc c'est un changement, ça paraît fou, mais un peu qualitatif néanmoins. Ce qui est intéressant, à l'époque, je finis mon propos, à l'époque, il y a Georges Eekhout, un écrivain belge extrêmement connu, à l'époque, c'est l'écrivain belge sans doute le plus célèbre, qui écrit un roman, Victor Ergal, et dans ce roman, il y a deux hommes qui s'aiment. Un bourgeois, un aristocrate plutôt d'ailleurs, et un valet de ferme. Une relation homosexuelle, extrêmement explicite. Je vous le dis tout de suite, tout va bien. À la fin, ils meurent tous les deux, donc la morale est sauve. Mais il va être attaqué. Alors en Belgique, à la différence d'autres pays, on ne peut pas poursuivre pour homosexualité, ce n'est pas pénalisé. Mais néanmoins, il va être poursuivi pour non pas attentat à la pudeur, pour enfreinte aux bonnes mœurs, etc. Donc il va avoir un procès contre Georges Eekhout. Il sera acquitté, mais voilà, ça a été un des seuls procès de l'homosexualité en Belgique. Ce que je veux dire, en ayant dit tout ça, c'est que quand Georges Eekhout est mort, on a été dans sa bibliothèque. Et comme c'est un homme extrêmement connu, romancier célèbre, on a gardé sa bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, on a trouvé tous les bouquins de tous les médecins qui écrivaient la perversité. Parce que quand il n'y avait rien, et qu'on ressentait des choses, et qu'on vivait des choses, mais qu'on n'avait rien comme modèle, rien pour savoir qui on était. Déjà lire dans un livre qu'il y a d'autres hommes, ici en l'occurrence, qui ressentent la même attirance, qui vivent la même chose, même si on dit qu'ils sont malades, c'est déjà exister un peu. Et donc, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit dans cette optique, même si, et on sait évidemment il faut pas penser à la cage aux folles, même si pour certains, ça a été une découverte absolue de l'homosexualité et qui est reprise aujourd'hui en pièce de théâtre à Paris et qui fonctionne à mort et qui est même reprise quelquefois par la communauté gay. Donc, il faut aussi se poser la question de pourquoi. Mais cette pièce caricaturale ou ce film caricatural, en fait, au moins, on a montré que ça existait.
Enfin voilà, il y avait des hommes qui s'aimaient, il y avait des femmes qui s'aimaient, il y avait la question trans, il y avait des personnes trans qui existaient, et je trouve que c'est fascinant en fait. Et donc cette idée d'exister, même si c'est pas terrible l'image qu'on renvoie, au moins on existe. Alors c'est horrible à dire, mais on voit bien que ça a été un phénomène historique. Et que peu à peu, on le voit dans 120 battements par minute pour la question sur le sida et la commu aussi. On le voit pour d'autres films. L'idée qu'on puisse faire des fictions, et alors évidemment, on va arriver à des fictions et des rôles positifs dans la commu, mais c'est génial, quoi. Est-ce qu'il y en a à l'inverse? Donc, de vous seriez plutôt partisane de dire mieux vaut une représentation un peu foireuse que pas. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui considèrent l'autre réponse envisagée, à savoir mieux vaut ne rien faire que de nous faire aller vers des clichés qui vont nous faire, reculer ou qui vont perpétuer des mauvais. Mais au-delà de pas foireuse que pas, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que les sociétés sont constamment évolutives, que ce soit dans leurs valeurs ou... Parce que l'homosexualité, dans la Grèce antique, par exemple, ne posait absolument pas de soucis. C'était il y a pas si longtemps, en fait, par rapport à l'échelle de l'humanité. Enfin, bon. Mais tout ça pour dire que, plutôt que de se dire est-ce que c'est des bonnes représentations ou est-ce qu'il en vaut mieux des bonnes ou des pas bonnes, je pense qu'il faut aussi réaliser qu'on est dans un process pour le moment. Et que c'est probablement une des étapes par lesquelles on va passer. Alors, est-ce qu'il faut se poser la question pour le faire mieux à l'avenir? C'est une certitude. Mais est-ce que ça doit pas passer par là aussi pour évoluer par la suite? Voilà, c'était juste ça. Et c'est finalement la nuance qui l'emporte. Et ça, c'est bravo. Est-ce que quelqu'un dans la salle a encore envie de dire quelque chose? Oui. Bonsoir. Moi, je suis aussi pour la nuance, je pense, parce que en vrai, c'est toujours bien d'être représenté, comme on l'a dit, à plusieurs endroits et à plusieurs échelles. Après, ce qui est compliqué dans le fait de devoir passer par l'extrême, entre guillemets, donc c'est-à-dire de représenter des personnes dans les stéréotypes, que ce soit de genre, de race et de sexualité, c'est un peu du pain béni pour les conservateurs qui ont aussi l'espace de pouvoir bien taper et The L Word, c'est ça aussi qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas certainement retenu le couple de femmes qui essayaient juste de faire sa petite vie tranquille, mais on a surtout retenu une Shay qui est le stéréotype entre guillemets de la personne lesbienne, où je fais un parallèle avec les séries de l'époque où on avait des personnes racisées qui étaient que des mauvais dans l'intrigue, que ce soit des voleurs, des agresseurs, des terroristes, et oui, c'était cool d'être représenté, mais je crois qu'à cet âge-là et à cette époque-là aussi, je sais pas, moi en 2004 personnellement j'avais je pense 12-14 ans, c'était aussi compliqué d'être représenté et d'être représenté de cette manière-là, et donc quand tu te cherches dans toute la nuance de la vie et de la société, parfois ça peut faire plus de mal que de bien d'être représenté comme ça. Voilà. Oui, en fait, je crois qu'on voudrait être représenté comme des gens ordinaires, avoir des vies ordinaires. Et en même temps, est-ce que le film c'est ça? Alors il y a certains réalisateurs et réalisatrices qui l'ont fait, évidemment, mais c'est en fait on cherche ça et en même temps c'est un peu fatigant fatigant, c'est quelquefois peu enthousiasmant d'être ça. Mais je crois qu'on y arrive un peu. Enfin, je sais pas si vous regardez les films de Noël, moi c'est pas trop mon truc. Mais quand Kristen Stewart joue dans Ma belle-mère ou Mes beaux-parents, ma famille et moi, ou je ne sais plus, là j'ai regardé quand même. Et tout à coup, on est dans un film de Noël d'une banalité à toute épreuve, mais avec un couple lesbien. Donc du coup, il n'est plus du tout banal. Il est révolutionnaire parce qu'il montre l'ordinaire d'un couple lesbien au fête de Noël. Et c'est ça aussi que je crois qui est tout à fait passionnant. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que Ben-Hur, ça me manque un peu. Enfin, je te regarde là-bas, mais parce que c'est une époque, le code Hays, comme on ne pouvait rien montrer, on devait sublimer. On devait érotiser. Et vous avez des scènes d'un érotisme fou
qu'aujourd'hui on ne ferait pas parce qu'on ferait du sexe explicite, j'ai envie de dire, d'office, ça serait très explicite comme scène, voire Hate Rivalry, enfin je veux dire voilà, on ferait du sexe, alors qu'à l'époque tout est dans le regard, tout est dans la main, tout est beaucoup plus, enfin d'une certaine manière quasi plus excitant en fait, et je trouve que ce type de film manque. Alors je sais pas si vous avez vu, pour moi le premier grand film LGBT de l'histoire, c'est Certain Lame Show. C'est Marilyn Monroe, c'est James Stewart et c'est Curtis, voilà, merci. Tony Curtis, cette dernière scène, hein, vous voyez, enfin vous la connaissez sans doute toute, mais c'est le film pour moi exceptionnel à la fin où elle dit on peut pas se marier et puis il, je ne sais pas comment il faut le dire, lui dit voilà, merci, nobody is perfect, personne n'est parfait, et voilà, et ce n'est que ça, en fait. Et c'est tourné quand même dans les années 50-60, enfin, c'est génial, quoi. Aujourd'hui, je sais même pas s'il y a un film qui pourrait quasi le faire, enfin, j'exagère un peu, mais il y a 5-10 ans, c'était beaucoup plus difficile. Donc c'est vrai qu'on est dans une transition, je crois qu'on est vraiment dans une transition, et que ça bouge à une vitesse magistrale. Enfin, on sait aussi qu'il y a un mur devant nous parce qu'il y a aussi Hollywood et les Américains et des choses qu'on arrête de filmer, Disney qui régresse. Voilà, moi j'ai toujours rêvé de La Reine des Neiges numéro 3 où enfin elles allaient finir ensemble. Et on nous dit qu'il y en aura plus, quoi. Enfin, je veux dire, je veux dire, Trump c'est ça aussi, hein, enfin concrètement. Et donc enfin voilà, je trouve qu'on est dans une transition, mais je trouve qu'on ne se rend peut-être pas compte d'où on vient vraiment et que l'avenir est devant nous. Oui, moi je voulais juste dire, il y avait deux choses que je voulais ajouter ici. Première chose, c'est la question de l'industrie cinématographique. En fait, ça regroupe quand même un ensemble d'actrices très différents et différentes. Et je trouve qu'on en a un tout petit peu parlé, mais peut-être pas assez à mon goût, de la question de l'expertise du vécu. En fait, qui parle de quoi finalement ? Alors, je dis pas qu'il faut nécessairement être une personne LGBTQIA+, pour parler de ces sujets-là et qu'on en parle forcément bien et qu'à l'inverse, des personnes non concernées peuvent pas en parler ou en parlent forcément mal. Mais il y a quand même un truc de quelle est la connaissance qu'on a de ces réalités-là. Et je pense, j'y reviendrai peut-être après, mais il y a eu notamment, moi j'ai été fort interpellé par le film Girl de Lucas Down il y a quelques années. Qui a été encensé par plein de personnes en disant c'est un membre de la communauté qui parle de la communauté. C'est un homme gay qui parle d'une personne trans. Et moi, en tant que personne trans, je sais que j'ai été assez choqué, interpellé. J'avais été le voir avec un pote à moi qui est un mec trans et qui avait aussi été assez dérangé par tout ça. Et donc après, le fait de voir à quel point en fait les gens disaient que c'était merveilleux que quelqu'un de la communauté parle de la communauté, moi ça m'avait quand même dérangé. Et la deuxième chose que je voulais dire, justement, qui est un peu en lien avec ça, c'est que là, on parle de représentation LGBTQIA+. Et en fait, on n'a pas le temps ce soir de décortiquer, mais je veux dire, la représentation des femmes lesbiennes dans leur diversité, des mecs gays, des personnes bi, des personnes trans, binaires, non-binaires, des personnes queer au sens politique du terme, des personnes intersexes. Est-ce que ici, vraiment, il y aurait beaucoup de personnes qui pourraient parler de personnages intersexes et des différentes représentations qu'on a des personnes intersexes dans les productions cinématographiques? Je pense pas beaucoup. Les personnes asexuelles, agents et toutes les autres qui sont derrière le plus. Donc voilà, c'est difficile, je trouve, de résumer, de se dire, ah bah ok, en fait, de manière générale, on voit que les représentations sont comme ça, parce qu'en fait, finalement, ça serait beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé que ça, si on allait vraiment plus en profondeur. Je rebondis sur la première chose que tu as dite, qui est extrêmement intéressante et sur laquelle je vous invite à ne pas répondre, puisque ça fera l'objet complètement d'une prochaine partie plus tard dans la soirée. Et la deuxième chose que tu as dite... Pardon ? Sur l'expertise du vécu, de qui joue quoi, très grossièrement. Ouais, c'est ça. Ce sera clairement l'objet de notre troisième partie. Et concernant la deuxième chose, est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus sur en fait la même chose, c'est que la finalité, c'est la diversité aussi, tout simplement, de ce qu'on verra. On répondra pour la troisième partie. Ok, ok, bon. Merci pour cette dernière parole. On va enchaîner sur la deuxième partie de la soirée, qui va parler un petit peu de ce que tu as abordé tout à l'heure, à savoir ce truc de la recherche de qui on est, de ce qu'on voit, comment ça impacte, tout ça, tout ça.
Tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué les gens qui se désolent de voir des personnages LGBTQIA+ à l'écran, celles et ceux terrifiés qui sont étrangement persuadés qu'en voir participe à un espèce d'agenda pour convertir leurs enfants. Ce genre de peur qui a amené des écoles à annuler la diffusion d'œuvres considérées comme LGBTQIA+, cela part du principe que la fiction façonnerait qui nous sommes. Alors évidemment, très loin de nous, bien sûr, l'idée de soutenir ce genre de censure, et il semble aberrant de croire qu'un film va rendre son enfant homosexuel ou autre. Je doute que ces mêmes personnes croient que leur enfant deviendra un petit chien policier en regardant Pas de patrouille. Mais pourtant, tout le monde semble d'accord pour dire que la fiction influence, a un poids, et qu'on aime se voir représenté à l'écran. À tel point que quand notre univers de fiction préféré ne nous satisfait pas sur ce point, on va jusqu'à se l'approprier en écrivant des nouvelles histoires dans le même monde pour prolonger l'aventure ou la modifier, rien que pour soi ou pour les fans. C'est ce qu'on appelle une fanfiction qui a pour but, entre autres, de modeler une histoire qui nous ressemble le plus. Même quand le matériau de base est écrit par une transphobe notoire, Harry Potter, ça n'a en effet pas empêché certaines fans, et on sait à quel point il y en a, de retourner à Poudlard pour y raconter une romance gay, par exemple. Moi, du moment qu'on laisse Dobby tranquille, je vois pas où est le problème. L'identification à un personnage, pour telle ou telle raison, semble alors fondamentale pour apprécier une œuvre, ou du moins pour la trouver cohérente avec notre monde. Mario, qu'est-ce que tu as à nous montrer ? J'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Donc, vous l'avez compris, ici, on va se placer plutôt du côté de la réception et des spectateuristes, en fait, la manière dont les personnes perçoivent et s'approprient certaines fictions. Alors, comme le disait Loïc, il y a toute la question de la fanfiction qui existe. La réappropriation, elle existe même avant ça, par exemple avec des figures comme les X-Men. J'ai découvert ça en travaillant sur ce débat. Dans les années 1980, la communauté LGBT+ se réapproprie les X-Men comme étant des mutants, c'est-à-dire des êtres qui font partie de l'humanité mais qui ne s'y conforment pas complètement et à qui on demande en permanence de se conformer. Il y a même des scènes de rejet après une sorte de coming out, donc de mutants à qui on demande de quitter le foyer familial, etc. Et donc ça a créé une forte identification au début, et puis ça a été intégré au fur et à mesure, en fait, à la trame narrative des X-Men. Donc c'est pour montrer un petit peu à quel point, peut-être qu'on n'a pas toujours besoin, c'est mieux quand ça existe, hein. Mais même quand ces représentations n'existent pas, finalement, le public, en fait, les fait exister. Et donc, moi, j'ai décidé de baser mon argumentaire ici et ce que j'allais vous montrer sur justement 2 films qui ont été interdits, puisque Loïc le disait, il y a des associations de parents, alors surtout en France, hein, qui ont essayé de faire interdire certains films à l'école. Oui, j'en vois qui sont pas surpris du coup. Il y en a un notamment, alors pour le coup, qui s'appelle Le baiser de la lune. Je vais pas vous le montrer aujourd'hui. C'est un film d'animation de 2010 qui devait être montré dans les classes de 5e, 6e primaire et qui a été annulé sous la pression des associations de parents parce que c'était 2 petits poissons qui s'aimaient. Enfin, une métaphore comme on en voit partout, mais c'était considéré déjà comme de la propagande pro-homosexuelle, etc. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Et puis, je voulais vous parler d'un film qui est un très chouette film qui est sorti en 2018. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont vu. C'est un film qui s'appelle Rafiki. Et en fait, il est intéressant parce que c'est le premier film kényan à Cannes. C'est un film qui a été primé à Cannes. Et c'est un film dont on a essayé d'interdire la diffusion dans les écoles, donc dans les écoles secondaires en France. Et en fait, ce film, il est assez simple dans son histoire. Donc, on est à Nairobi et il y a 2 jeunes filles, 2 lycéennes qui s'appellent Kena et Ziki, qui sont assez différentes l'une de l'autre. Elles sont toutes les 2 filles de représentants d'élus politiques qui s'affrontent sur la scène politique, justement, donc des rivaux, une sorte de Roméo et Juliette, d'une certaine manière, mais avec 2 femmes. Leurs chemins se croisent, elles sont attirées, et leur destin, là, malheureusement, ne sera pas aussi simple qu'on aurait pu le prédire ou qu'on a pu le voir dans les fictions précédentes. Mais je voulais quand même vous en montrer la bande-annonce, parce que je trouve que c'est intéressant, justement, de remettre en avant ces films qu'on a essayé d'interdire. Et pour moi, si on a essayé d'interdire des films, c'est qu'on sait qu'ils peuvent avoir une influence. Alors évidemment, ils vont pas nous convertir, mais l'influence, à mon sens, que ça a, c'est que en se voyant représenté à l'écran, on se sent aussi moins seul, d'une certaine manière. Donc, je vous montre la bande-annonce de Rafiki, qui, au passage, a une super bande originale, si jamais vous cherchez quelque chose à écouter en ce moment. Hop. I don't want to be like them, just staying at home and doing typical Kenyan stuff. Just make a pact. We will never be like any of them down there.
Doesn't she just look like a proper woman? Very sexy. All you need is a nice, rich doctor. You can't do it here. So you want to tell me that whole church was watching me and what I was doing? Just be you. Kwani ulikuwa utu siku mzima? Wacha ni nani? Stay away from Ziki. I want us to go on a real date. Wazazi wenu wanajua. What, like you can't mind your own business. You stay away from my family. Mungu, kuwa Mungu. Tukikuomba Bwana wa rehema. Toba mkomboe, Bravo. Donc pour la bande-annonce de Rafiki qui a été effectivement interdit, un autre film qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et beaucoup de courroux de la part des parents d'élèves, c'est un film qui s'appelle Tomboy, que vous avez peut-être vu ou non, un film de Céline Sciamma qui sort en 2014, si je dis pas de bêtises, et ouais, c'est ça. Et qui fait soi-disant l'apologie de la théorie du genre, puisqu'il s'agit d'un film qui met en scène, très simplement, une petite fille qui arrive dans un nouveau quartier et qui a décidé qu'elle se présenterait aux autres comme un petit garçon. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, mais ça a été considéré comme quelque chose de l'ordre de l'apologie, de la propagande, etc. Et alors, plutôt que de vous montrer la bande-annonce de Tomboy, je vais vous montrer un extrait d'un court-métrage qui est trouvable sur YouTube dans son intégralité, mais je vais vous en montrer juste la fin. C'est un film d'animation, un documentaire d'animation d'une réalisatrice belge qui s'appelle Géraldine Charpentier. Il sort en 2018, il s'appelle Récit de soi. Pourquoi il est documentaire? Parce qu'il reprend le témoignage audio d'une personne trans qui explique son expérience et sur ses paroles sont mises des images d'animation. Et en fait, le personnage principal, la personne qui est interrogée, Lou, explique son parcours et à la fin de ce film d'animation, elle explique l'importance qu'a eu Tomboy, le film de Céline Sciamma, et l'importance des représentations. Je vous montre juste la fin. Il faut que je cale le film, donc je vais faire ça immédiatement, mais je vous invite à aller le voir aussi si ça vous intéresse dans son intégralité. Condition physique. J'étais un peu au désespoir à l'idée que j'allais jamais pouvoir être réellement ce garçon que j'avais inventé. À ce moment-là, il y a Tomboy de Céline Sciamma qui est sorti au cinéma. Et là, ça m'a... Je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué. Je me suis identifiée à 100%, quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est super utile, les représentations au cinéma. Parce que c'est vrai que quand t'es jeune et que t'es dans un milieu où t'as pas de modèle dans tes proches, tu peux facilement penser que ça n'arrive qu'à toi et que tu n'es pas du tout normal. Et j'ai été soulagée en fait de me rendre compte que mon histoire n'était pas unique et qu'elle pouvait être racontée au cinéma. Merci Marion. Donc, alors, cette deuxième question, elle est assez simple et on peut presque même l'élargir à d'autres sphères. C'est comment toutes les représentations de fiction nous aident à nous construire. De nouveau 10 minutes. Voilà. Prisme. Comprendre, questionner, débattre. Le webzine étudiant. C'est quand même un peu agressif. On cherchera un bruit un peu plus smooth pour l'année prochaine. Alors la question peut paraître très large et on y a un petit peu répondu en amont. Néanmoins, je vois que ça a discuté, donc j'imagine qu'il y a quand même un petit peu encore des choses à dire. Pendant les 10 minutes, là, on se demandait que je parlais du fait que ça englobe tout ce truc autour de l'identification, nous en tant que spectateurs ou spectatrices, à un personnage. Donc, ok, nous on est dans le cadre des personnages queer, mais ça englobe
plein de choses. Et donc c'est pour ça peut-être qu'on a fait une question aussi large, c'est qu'est-ce que c'est ce truc autour de l'identification du personnage ? Pourquoi on a besoin de voir des gens, enfin besoin ou envie ou quoi, des gens qui nous ressemblent à l'écran pour se sentir investi dans une œuvre, pour l'apprécier ou pour la considérer comme correcte ou je ne sais quoi. C'est pour essayer de vous donner un petit peu d'autres pistes, d'autres angles de réflexion pour que le débat se fasse. Est-ce que c'est des choses que vous avez abordées aussi là entre vous pendant les 10 minutes ? Qu'est-ce que ça a évoqué cette question chez vous ? Voilà. Comme on a dit là un peu là tantôt, en tout cas ici à notre table, la représentation c'est hyper important. C'est nécessaire pour que chacun et chacune on puisse se représenter dès le plus jeune âge. Mais de nouveau, quand c'est fait de manière stéréotypée et poussé un peu à son paroxysme de la chose. Enfin, là aujourd'hui, on parle des personnes LGBTQIA+, et comme disait l'autre personne, on pourra jamais parler de toutes les personnes intersexes et tout ce qui va avec. Mais moi, pour ma part, pour avoir cherché des représentations quand j'étais plus jeune, que ce soit dans les dessins animés ou dans l'adolescence avec des séries et des films, c'était compliqué parce que quand t'es une femme, t'es d'office sexualisée dans les dessins animés, et dans les films, ou t'es en tout cas la personne à devoir sauver. Quand t'as des origines, moi je suis d'origine marocaine, t'es aussi mal représenté, et donc plus jeune, en tout cas à notre époque, c'était plus difficile de pouvoir voir des chouettes choses à la télé. Et donc comme on a pris l'exemple de X-Men là tantôt, je pense qu'en fait moi pour ma part en tout cas, j'ai essayé de me retrouver dans des choses qui justement n'étaient pas explicitement expliquées à l'écran, mais plutôt dans des films et des séries et des livres qui parlaient d'un monde un peu imaginaire, ou qui représentaient des choses qui n'entraient pas littéralement explicitement plutôt dans la norme, parce qu'en fait comme la norme est pensée par en tout cas la société actuelle, très occidentale et très normative, c'était plus mal que bien de pouvoir être représenté comme ça. Moi, je me rappelle de voir des femmes voilées à la télé, mais qui étaient des femmes emprises par leurs hommes, ou des hommes qui étaient barbus et qui, en fait, se faisaient exploser à chaque milieu de série. Et donc, moi, personnellement, ça ne m'a pas aidé à me sentir représenté ou bien représenté. Et alors, si on doit parler des personnes LGBTQIA+, c'est comme on a dit là tantôt, quoi. Voilà. Profite pour rebondir là-dessus. Moi, la question de l'identification et de la représentation, c'est quelque chose que j'aborde en entretien avec des spectatrices de séries. Et j'ai fait pas mal d'entretiens avec des femmes lesbiennes, pansexuelles et bisexuelles qui m'expliquaient qu'en fait, elles n'avaient pas de représentation quand elles étaient adolescentes, au moment où elles se construisaient, où elles se cherchaient. Et donc, en fait, ne pas avoir de représentation, elles ne se posaient pas la question. Elles étaient hétéros. Voilà, c'était comme ça. Ça n'existait pas. Et puis, par le fait de le voir à l'écran, là, elles ont commencé à se poser des questions, à se questionner sur leur sexualité, à se dire qu'en fait, il y avait d'autres choses qui existaient et qu'elles avaient le droit d'être lesbiennes, le droit d'être bisexuelles, le droit d'être pansexuelles, le droit de ne pas mettre d'étiquette, le droit de réfléchir, le droit de changer. Enfin, et donc, en fait, ça les a vraiment aidées à se construire leur identité sexuelle. Et il y a un truc aussi, parce qu'on parle de représentation, on a besoin de s'identifier, mais moi, un truc dont je parle aussi en entretien, c'est les crushs. Et alors, j'ai pas mal de participantes qui m'expliquent qu'en fait, c'est via un crush sur une actrice à l'écran qu'elles se sont dit, mais enfin, ouais, c'est fou, elle est trop belle, j'ai un crush sur elle, faut pas que je le dise. J'ai un exemple, c'est sur Nikki dans Orange is the New Black. La personne dans l'entretien m'explique, mais au début j'étais dégoûtée de moi-même, genre je pouvais pas admettre que j'avais un crush sur Nikki, et en fait c'est via ce crush-là qu'elle a commencé à se poser des questions sur la sexualité, et à se dire mais je suis pas du tout hétéro, quoi. Est-ce que ça soulève des nouvelles questions ? Vous pouvez poser des questions aussi, vous avez le droit. S'il y a des choses où vous avez eu des débuts de pistes, on s'est dit bon en fait on sait pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Oula, plein. Mais on a tous besoin de modèles.
Et je crois que c'est essentiel dans notre construction. Alors oui, on n'en a pas spécialement eu, enfin je parle pour ma génération peut-être, mais qui soit sportif, je pense à Martina Navratilova que personne ne connaît sans doute dans la salle, mais qui était la joueuse de tennis. La génération d'après, ça a été Amélie Mauresmo, où toutes les quarantenaires aujourd'hui, c'était leur crush fou. Dans le sport, mais dans la musique, j'imagine que des Pommes, des Angèles, des Solane, bref, vous les faites toutes avec moi, et je parle ici que pour les femmes. Voilà, il y a des voix qui portent. Je crois qu'on a besoin de modèles positifs et on n'en a pas eu pendant très longtemps. Et là, je parle aussi pour les femmes et pour les lesbiennes, parce que aussi le modèle de la femme parfaite, c'était Blanche-Neige ou l'autre qui s'endormait et qui attendait de baiser. Voilà, enfin, il n'y avait pas de modèle positif en fait. Alors on peut dire Hermione, je vais pas refaire ton laïus sur Rowling évidemment, mais Hermione a été perçue comme un modèle positif pour de nombreuses jeunes filles, y compris avec le crush fou sur elle, parce que je crois que c'est nécessaire d'avoir des modèles positifs. Et c'est vrai que l'intersectionnalité, elle est forte, elle est folle, parce que c'est clair. Enfin, on discutait là tout à l'heure d'un film enfin si vous l'avez pas vu, il a eu l'Oscar, je crois, si je me trompe pas, en 2017-18. Si j'ai bon souvenir, c'est Moonlight. Si vous n'avez pas vu Moonlight, il faut voir Moonlight parce que ça, c'est un film gay, intersectionnel, avec des personnes racisées noires, américaines, avec plusieurs phases de vie. C'est un film esthétisant d'une beauté absolue en termes d'image, et qui pose tellement de questions et qui a eu l'Oscar. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas rien. Enfin, en termes de reconnaissance. Et je crois qu'on a besoin de ce type de film. On a besoin de pouvoir s'identifier à quelqu'une dans sa vie, et ça fait partie de notre construction. Je suis sûr que si je vous demandais qui étaient vos modèles quand vous étiez petite, c'est passionnant en fait de savoir. Voilà, Goldorak était-il gay? Ou Albator, mais c'est déjà pas vos générations. Mais c'est passionnant. Et on reparlait du retour de Dorothée, mais tous les bruits qui ont couru autour de l'homosexualité de Dorothée à une époque étaient aussi passionnants. Enfin, je veux dire, on a besoin de ça. Et quand on nous enlève ça, et là je parle pour toute identité, voilà, si ça existe, c'est que mon histoire peut aussi être racontée. Ça veut dire que mon histoire montre que j'existe, et ça c'est essentiel. C'est pour ça qu'on a besoin de ces modèles-là. Maintenant, qui jouent au tennis ou qu'elles jouent au tennis, qu'elles chantent sur scène ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur musique, qu'on aime ou pas leur film d'ailleurs, mais le fait que ça existe, ça veut dire que j'existe, et ça c'est essentiel. Juste pour revenir sur une base théorique, mais en fait, les médias sont un agent socialisateur, simplement. Et donc, je pense que ça a cet impact-là, de comment est-ce qu'on se construit, de quel code est-ce qu'on prend pour nous pour se représenter dans la socialité, qu'est-ce qu'on estime comme normal ou pas, acceptable dans la vie, et comment, voilà, simplement. Et les séries, de ce fait-là, pour moi, sont souvent avant-gardistes. Je veux dire, il y a des choses que l'on voit dans les séries et on se dit, waouh, elles y vont, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je sais pas si quelqu'un a vu Pose. Enfin, voilà, pour moi, c'est la série, enfin, c'est avec Edward. Non, mais c'est une des séries de ma vie sur la communauté drag, trans, travesti, de New York des années 80. C'est juste, enfin, si vous voulez savoir d'où vient Madonna aussi, c'est passionnant, mais voilà, ça c'est la parenthèse. Sur le voguing, sur les années SIDA, sur cette série est juste génialissime. Avec des actrices trans aussi, je veux dire pas que, mais aussi, et ça c'est une série juste géniale, et elle est en avance à mon avis sur la société. Donc c'est aussi ça les séries. Alors il y a des séries qui sont hyper en arrière, il y a La Petite Maison dans la Prairie qu'on nous repasse toujours d'une manière ou d'une autre, mais il y a des séries qui sont un peu en avance de la société et on se dit waouh, on va y arriver, quoi. Et en plus de tout ça, il y a aussi surtout des personnes racisées, ce qui est aussi très très rare puisque les représentations qu'on a de personnes LGBT, c'est souvent des personnes blanches bourgeoises qui ne sont pas religieuses, qui sont minces, qui sont belles selon les normes de la société occidentale, quoi. Donc aussi super important. On en revient à la diversité finalement comme nécessité. Ok.
On va passer du coup à notre dernier sujet. On l'a un petit peu spoilé tout à l'heure. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous introduire cette troisième thématique. Donc moi, je suis un homme cis hétéro blanc. Voilà, la seule minorité à laquelle j'appartiens, c'est celle qui défend la pizza Hawaï, et j'en suis très fier. Mais donc je suis aussi comédien. Et les privilèges de ma condition m'ouvrent parfois plus facilement les portes que d'autres. En tant que comédien, je suis souvent amené à répondre à des annonces de casting, et il y a quelques années, j'ai postulé à un court-métrage qui cherchait quelqu'un pour un rôle qui me correspondait. Je me souviens plus exactement de quoi le court-métrage parlait, mais je me souviens du cas de conscience que j'ai eu quand j'ai appris que le personnage sur lequel je postulais était homosexuel. Bon. Et là, tout de suite, il y a un truc qui se passe, c'est est-ce que c'est à moi de le jouer ? Est-ce que je prends pas la place de quelqu'un qui galère encore plus que moi ? Mais est-ce que l'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose de suffisamment trivial pour que tout le monde joue tout le monde ? Bref, beaucoup de questionnements, et la solution que la vie m'a finalement gentiment offert, c'est de foirer le casting, de pas avoir le rôle, et de... Voilà, fin de l'histoire, merci. Cependant, ce genre de problématique existe toujours. Un personnage queer doit-il être interprété par un ou une actrice qui l'est aussi ? On se pose évidemment pas la question pour la justesse de l'interprétation, mais encore une fois concernant la représentation au cinéma. Qui est-ce qu'on voit à l'écran ? Est-ce qu'il faut prendre en compte la vie personnelle dans sa carrière ? Wentworth Miller a lui tout à fait répondu à la question. Après avoir joué un gars plutôt viril dans Prison Break, qui n'était d'ailleurs pas qu'un physique, il a décidé de ne plus prendre de rôle de personnage hétérosexuel, suite à son coming out qu'il a fait quelques années avant. L'industrie lui aurait un petit peu forcé la main aussi en lui proposant soudainement beaucoup moins de rôles, le public étant bien déçu de son coming out. Néanmoins, ne plus incarner de personnage non homosexuel semble avoir été une véritable décision de sa part. Est-ce que les acteurs et les actrices hétéros devraient-ils et elles faire de même ? C'est à moi, j'imagine. Pour cette dernière partie, et même pour toutes les autres parties, en fait, ça a été très très dur de choisir des extraits de films. Il y a plein de choses qui viennent à l'esprit immédiatement. J'avais pensé à une série que vous connaissez peut-être, sûrement, qui est sortie sur Netflix, qui s'appelle Heartstopper. Pour moi, c'est une série doudou parce que j'ai l'impression qu'elle soigne aussi les adolescences qu'on a pu avoir sans représentation. Alors, ce qui est intéressant dans Heartstopper, c'est que la majorité du cast est concernée et ça couvre presque toutes les initiales du LGBTQIA+, avec une des très rares représentations d'un personnage asexuel, du coup, dans une série, dans une fiction grand public. Et c'était une volonté de la production. Je pense à un film aussi comme évidemment Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma. Donc Céline Sciamma qui est la réalisatrice, est homosexuelle. Adèle Haenel, qui joue un des personnages, l'est aussi. Elle joue plusieurs personnages homosexuels, notamment dans 120 battements par minute pour le coup. Voilà, c'était des choses qui me venaient immédiatement à l'esprit. Il y a aussi quelque chose que j'ai vu, et alors là malheureusement j'ai pas retrouvé l'extrait, donc je vais être obligée de paraphraser, mais il y a un documentaire sur Pedro Almodóvar et Antonio Banderas. Tout le monde voit à peu près qui ils sont. Et Banderas à un moment explique que il doit jouer un personnage gay dans un film, dans un premier film dans lequel il joue avec Almodóvar, et il dit à Pedro Almodóvar, mais je peux pas faire ça, que va dire ma mère ? Et Almodóvar lui répond, tu te rends compte que dans une autre scène tu tues quelqu'un. Et tu te poses la question de ce que ta mère va penser du fait que t'aimes un homme. Et je trouve que c'était assez admirable comme réponse, et l'anecdote était chouette, quoi. Et j'ai choisi un film, alors je suis plutôt contente parce que du coup, ça a été presque abordé, un autre film belge, pour le coup, qui s'appelle Lola vers la mer, qui a été réalisé par Laurent Micheli en 2019, la même année que Girl de Lucas Dont. Et pour moi, c'est une sorte d'autre penchant à la question de la transidentité. Lola vers la mer, donc, est réalisé par un auteur qui est homosexuel, et il est joué, enfin, le personnage de Lola, qui est une jeune fille trans, est joué par une actrice trans, Mia Bollard. Je crois que ça fait toute la différence. À la différence aussi de Girl, je trouve que du coup il y a beaucoup plus de sensibilité dans Lola vers la mer, parce que même si le film est tourné autour de sa transition, il est pas parfait à ce niveau-là, on n'en est pas encore à avoir dépassé le test de Vito Russo, il est beaucoup moins focalisé que Girl sur la question physique de la transition et sur la question de la médicalisation de la transition. Ça s'axe autour de son rapport avec son père, avec une fin qui est pas si dramatique compte tenu de la manière dont ça commence. Je vais pas vous montrer d'extrait, je vais vous montrer une petite capsule vidéo justement où on voit quelques images, mais on voit surtout Laurent Micheli et Mia Bollard parler de ce film pour introduire la dernière question. J'avais vraiment envie de filmer
ce visage-là, de filmer ce corps-là. Je trouve que c'est important de montrer ces visages-là, ces corps-là au cinéma. Cinévox. C'est l'histoire d'une rencontre entre un père et une fille qui se sont plus vus depuis 2 ans, que plein de choses opposent, qui savent plus communiquer entre eux, que tout semble opposé. Et en même temps, ce voyage va aussi les faire se re-rencontrer et peut-être se réaimer. Quand même. C'est bizarre que tu m'aies jamais dit que tu voulais faire prof de sport. J'avais très envie et c'était très important et même primordial pour moi, pour ce rôle, de travailler avec une jeune fille trans. Je dirais que c'est important quand même pour moi et surtout peut-être pour la communauté de nous laisser nous réapproprier nos corps, nos histoires, nos vécus. Et du coup? Quoi? Bah t'as arrêté tes études pour reprendre le magasin? Pas du tout, j'avais pas du tout envie d'aller bosser là-bas. C'était important pour moi avec ce personnage de rendre compte de ce que c'est qu'une jeune fille trans de 18 ans. Elle revendique qui elle est et donc revendiquer qui on est, c'est aussi revendiquer toutes les choses qu'on a été et qu'on a vécues. Quoi? Rien. Toi, pourquoi tu te marres? Mais je sais pas. T'imagines pas du tout prof de sport en fait. La transphobie ordinaire, comme on l'appelle, sévit encore beaucoup aujourd'hui et ce personnage en est victime. Moi, si je dois ramener ça à titre personnel, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est d'avoir eu un peu 2 vies dans 2 dimensions. Et je pense que Lola, elle est confrontée à son passé. Au lieu de le rejeter, de le camoufler, ben, elle le prend et elle vit avec. Tu parles de mon physique, là? Ah, tu m'aurais connu à 20 ans. Si ça rigole. Je voulais que ce film soit un film tourné vers le public, un film généreux, un film qui ne prêche pas des convaincus, mais qui pose la question à chaque parent ou même non-parent qui soit dans la salle. Mais tiens, comment est-ce que moi je réagirais si je vivais ça, si je traversais cette histoire? L'idée, c'était de faire un film qui s'adresse à un maximum de gens. Cinévox. Ok, c'est le seul extrait, hein, Marion. Ok. Donc pour cette dernière question, hein, nourrie de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, de la fiction à la réalité, la vie personnelle influence-t-elle les rôles au cinéma? Et donc sous-entendu, qui doit jouer quoi? Si, il y a un devoir, bien sûr. 10 minutes. Prisme. Alors, on a coupé le méchant bruit, mais néanmoins, les 10 minutes sont passées. Je suis désolé de vous couper dans vos discussions. Mais discussion, il y a eu au moins. Donc, je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire. Donc, de la même manière que les fois précédentes, est-ce que quelqu'un a un avis bien tranché sur la question ou pas, ou a une question à poser, ou veut lancer le truc? Je veux pas te pointer, mais est-ce que, comme maintenant on est revenu à quelque chose que tu as soulevé tout à l'heure, est-ce que peut-être t'es en avance sur nous, tu as déjà plus réfléchi donc... Ouais, donc j'ai un peu évoqué la question tout à l'heure de l'expertise du vécu. Et ici dans la question, je trouve que parler de la vie personnelle, à nouveau pour moi c'est une notion qui est un peu vague dans le sens où il y a des éléments de l'identité d'une personne qui sont immuables, et il y a d'autres choses. Enfin, je veux dire, le principe d'être acteur ou actrice, c'est de pouvoir jouer un personnage, se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est peut-être pas, et souvent pas. Et je pense pas qu'il faut absolument avoir tout vécu pour pouvoir le représenter, le jouer à l'écran. Après, c'est compliqué. Par rapport à la question de l'orientation sexuelle, je vais pas me positionner là-dessus. Je trouve ça d'office bien, en étant une personne queer, de voir des lesbiennes qui jouent des lesbiennes et des gays qui jouent des gays. Mais en même temps, ça me pose moins de soucis que, par exemple, par rapport aux personnes trans, forcément. Je veux dire, quand je vois des mecs cis jouer des femmes trans, moi, en tant que femme trans, moi, ça me choque et ça m'attriste de voir que finalement on continue à répandre ce stéréotype que les femmes trans sont des hommes qui se mettent du rouge à lèvres. Dans Danish Girl, c'est le meilleur exemple pour moi. Et d'ailleurs, l'acteur qui jouait une femme trans s'est beaucoup exprimé par la suite et regrettait un peu de l'avoir fait. Je veux dire, on renvoie quand même à la société l'idée que les femmes trans sont des hommes à qui on va foutre une robe et qui sont un peu efféminés, alors que dans Lola vers la mer, que j'avais adoré, qui était pas parfait à plein d'égards, mais le fait de voir pour une fois une femme trans jouer le rôle d'une femme trans, en fait, ça fait toute la différence. Donc voilà, et on pourrait faire un parallèle avec, je sais pas moi, je veux dire, un personnage noir. Dieu merci, on n'en est plus à l'époque des blackface où on va se dire bon bah c'est pas grave, en fait c'est une personne blanche qui, pour les personnes trans, pour moi en fait c'est la même chose.
Voilà, et juste pour revenir tout à l'heure, je parlais de Girl et je voulais après peut-être amener une petite nuance par rapport à ça. Moi, j'avais été personnellement choqué, je sais que d'autres personnes avaient été choquées par ce film, et en même temps, on parlait de la question de la représentation et de ce que ça peut amener justement pour faire évoluer les mentalités, la société, etc. Je sais que j'avais aussi beaucoup de personnes autour de moi, principalement cis hétéros, qui m'avaient dit après, ah, j'ai vu ce film, et en fait, j'ai l'impression de mieux comprendre maintenant la question des transidentités, et c'était génial, et je pense vraiment que ça a pu aider d'autres personnes. Donc, c'est toujours aussi, en fait, la question des représentations, c'est via quel prisme, sans mauvais jeu de mots. Moi, je le vois forcément avec mes yeux, avec mon histoire, avec mes connaissances, avec mes expériences. Mais est-ce que pour autant, ma perception de ces représentations-là est la bonne? Je pense pas. Et c'est pour ça que tant mieux qu'on ait plein de représentations, même s'il y en a certaines que je juge mauvaises. Là, on revient à la première partie, mais plus on a de représentations, plus ça va permettre à des personnes de s'identifier et de se construire avec ces représentations-là. Peut-être partir un peu dans tous les sens, mais c'était grosso modo ce que je voulais dire. Je pense qu'une des questions aussi qui se pose, c'est quelle place ont les personnes queer dans l'industrie de manière générale, et donc comment est-ce qu'elles peuvent accéder à ce genre de rôle et comment elles peuvent les jouer. Et puis, il faut aussi se dire que ça leur permet d'avoir une source de financement et un salaire, et que c'est quand même des communautés qui sont assez précaires. Et donc, c'est pas... Enfin, pour certains rôles, c'est pas plus dérangeant que ce soit des personnes hétéros qui jouent les rôles, mais en fait, on ne sait pas à quel point ces rôles sont réellement accessibles à des personnes concernées, à des personnes qui connaissent le vécu des personnages. Je pense que c'est aussi une question à se poser de la place des personnes queer dans l'industrie. Je voulais rebondir à la personne qui a parlé en première. Quand tu es noir, hein. Il y a des personnes trans noires aussi. Les personnes noires ne sont pas la hiérarchie de la douleur, du quota ou quoi. Dans quel sens? Moi, par exemple, au niveau du genre, pour moi, c'est un non. Qu'une personne cisgenre puisse jouer une personne transgenre, pour moi, c'est un non catégorique. Mais au niveau de l'orientation sexuelle, bon, moi, je suis quand même partisane du laisser au moins 96% des personnes non hétérosexuelles jouer des rôles qui leur ressemblent. Les 4%, c'est autre chose, parce que je suis pour la liberté artistique et tout ce qui en suit. Et au niveau de la représentation, enfin, je retourne un peu aussi dans ce sujet-là, il faut que les représentations soient bien faites, parce que à cause de certaines représentations, on n'a pas la possibilité de voir certains êtres humains sur toutes leurs facettes. Que ce soit au niveau de la sexualité. Moi, je suis très jeune, hein. Je pense que je suis beaucoup plus jeune que la majorité des personnes s'y présentes. Au niveau de ma sexualité, j'ai toujours su ce que j'étais. Ça a toujours été un chant vibrant en moi. Néanmoins, vu que tu n'as pas la possibilité d'être si bien représenté, tu le caches, tu le renies, on dirait même que ça n'existe plus. Et même mes premières représentations, c'était pas des individus qui me ressemblaient, mais au moins elles existaient. Donc je savais que j'existais, mais peut-être pas sur toutes mes facettes. C'était souvent des rôles très très clichés, instables. Au moins elles existaient. Je savais que j'existais. C'est mon préféré celui-là. Je vais pas réagir spécialement à ce qui a été dit, je vais amener quelque chose de différent. Mais moi, je me faisais une réflexion aussi, parce qu'on parle de la légitimité de jouer un rôle, même si l'orientation sexuelle ne nous correspond pas ou l'identité de genre. Moi, il y a une donnée que je prends en compte, c'est peut-être que la personne qui joue le rôle ou qui a envie de jouer le rôle n'a pas spécialement envie de dire officiellement ou publiquement qu'elle est LGBT par exemple, parce qu'on sait que les personnes LGBT sont plus soumises au risque simplement et au stress des minorités. Donc moi, je sais pas, c'est une question que j'ouvre comme ça, j'ai pas une réponse concrète dessus, mais je me dis que on n'a pas spécialement envie de le dire parce que ça peut représenter un risque. Tu le disais avec l'acteur de Prison Break, qui après son coming out a souffert justement d'un manque de propositions, etc. dans son métier. Donc est-ce que ça peut quand même être légitime de regarder quelqu'un jouer par exemple un homme gay si cette personne est en plein cheminement personnel par exemple par rapport à son orientation, ou alors si cette personne n'a simplement pas envie de le dire publiquement, sachant le danger que ça peut représenter ou qu'elle a envie de rester pudique. Voilà. Je donne la parole ici et puis on ne t'oublie pas. On m'a mentionné Heartstopper tantôt. Nick, donc qui fait son coming out lui dans la série. Kit Connor, l'acteur,
n'était pas out et il était accusé de queerbaiting en fait, et donc il a été obligé de dire non mais arrêtez, je suis bi, c'est bon, je peux jouer ce personnage. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a aussi, cette question est très difficile, mais il y a un truc de il y a des actrices et il y a aussi les productrices, et les actrices, il faut aussi les protéger, elles ont une vie personnelle. Et donc ici, Kit Connor, il a été forcé de faire son coming out. Les productrices, sont-ils queer? Peuvent-ils faire des films queer? Là, je trouve que la question est encore plus difficile. On t'écoute. Du coup, je voulais dire la même chose. Parce que, forcément, oui, ça m'a direct fait penser à l'histoire de Kit Connor. Mais je pensais aussi à un truc assez intéressant pendant longtemps aussi, surtout à Hollywood, le fait de faire son coming out en tant qu'acteur ou actrice, c'était potentiellement aussi signer la mort de sa carrière. Parce que du coup, après, on était cantonné à des rôles très spécifiques. T'es gay, du coup, tu vas jouer que des gays. Pareil, c'était lesbienne. Et du coup, beaucoup d'acteurs ou d'actrices juste ne disaient pas par peur aussi de perdre leur carrière. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'ouvre quand même un petit peu. On a des Jonathan Bailey, que tout le monde sait qu'il est très très gay, et ça n'empêche pas que énormément de femmes le trouvent très beau et qu'il est très sexy, et c'est super. Et qui joue des personnes hétéros et des personnes gays, et que dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Après, voilà, je pense que Jonathan Bailey n'est pas la règle pour l'ensemble des acteurs et des actrices. Mais je pense que c'est aussi intéressant de, comme tu disais, du coup, les acteurs et les actrices, faut peut-être les protéger aussi. Kit Connor aussi, il était, je sais pas exactement l'âge qu'il avait à ce moment-là, mais il était très jeune. Faut garder en tête que c'était un jeune comédien qui commençait sa carrière aussi, et qui est arrivé du coup dans une série qui a très très bien fonctionné, qui a été mise sous les projecteurs. Il y a aussi, je pense, en tant que public, et le problème des réseaux sociaux et d'internet, tout ça c'est autre chose, mais de garder en tête que je suis pas sûre que, même si on a le droit de vouloir des représentations et tout ça, rentrer dans la vie privée des gens qui font ça, c'est une ligne qui est très floue et qui est très compliquée, parce qu'on peut pas non plus demander des gens qu'ils jouent des choses intimes pour nous, mais on n'a pas nécessairement le droit de leur demander de nous expliquer l'entièreté de leur intimité pour être sûr que ça correspond bien avec ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Oui. C'est très vrai, ça. Est-ce que tu as... Ah, c'est pas tout à fait très vrai. C'est mi-vrai. Oui, c'est mi-vrai. Elles ne sont pas obligées, mais voilà. Oui, elles ne sont pas obligées. Mais je crois qu'il faut... je sais pas, j'ai envie de dire, vous savez, Cary Grant, Rock Hudson sont sans doute les deux hommes les plus adulés d'Hollywood dans l'histoire. Ils étaient d'une beauté hallucinante. Quand ils sont morts, il y avait des centaines de milliers de femmes, quelques hommes, de femmes qui suivaient le cercueil. Ça a été vraiment des mythes. Ils étaient tous les deux gays et ils n'ont joué que des rôles hétéros. Alors là, je prends l'exemple totalement opposé, mais il faut pas les oublier non plus, les gays qui jouent des rôles hétéros, ou des lesbiennes qui jouent des rôles hétéros. Jodie Foster n'a fait, je crois, qu'un seul film lesbien, où elle jouait à certains moments le rôle d'une lesbienne. Autrement, toute sa carrière a été des rôles hétéros ou non, voilà. Je crois, moi, que la question trans, la question de la transidentité dans le cinéma, mais pas que dans le cinéma, vient, j'allais dire nous embêter, et c'est normal, et c'est bien. Et je l'ai beaucoup, moi, vécu dans mes cours également, parce que j'ai essayé de donner plusieurs années de suite des cours sur la question trans. Alors, je l'ai refait cette année avec surtout Trump, et je me suis dit qu'il fallait que je le refasse, mais à chaque fois, on me reprochait d'être cis assez souvent, et je comprends. Et un jour, j'ai eu un débat avec Irène Coffer, vous savez sans doute pas qui c'est, mais c'était une grande féministe belge, et elle se sentait très mal parce qu'il y avait eu un débat autour de Elle tourne, le festival de femmes, de films de femmes réalisés par des femmes, et certaines avaient été attaquées comme pour transphobie. Il était très mal. Et je me souviens, on allait à Esperanza pour un débat, et elle m'a beaucoup parlé dans la voiture, et à un moment donné, je suis arrivé à cette conclusion qui est peut-être difficile ou pas, je ne sais pas, mais quand moi j'étais plus jeune, j'ai commencé à travailler sur l'histoire des femmes ici. Je vous parle, ma thèse date de 98, donc j'ai commencé ma thèse au début des années 90, donc ça fait vieux con comme discours, mais c'est quand même assez intéressant.
Et à l'époque, le cours d'histoire des femmes était interdit. Mais il y avait des hommes qui voulaient faire de l'histoire des femmes. Et ça me rendait malade que des hommes puissent faire de l'histoire des femmes. Comme vous allez demander, vous savez, il y a une petite maison là-bas qui est le CIRL et qui s'occupe de l'histoire de la laïcité ou l'histoire de la franc-maçonnerie. Si ce sont des catholiques finis qui font ce type d'histoire, je suis sûr que l'ULB va réagir de manière assez importante. Et je peux prendre plein d'autres exemples, parce que je crois que dans toutes nos disciplines, ces exemples existent. Et donc, cette question, elle est hyper dominante dans tous les récits, mais dans la question qui peut parler à la place d'eux. Et c'est clair que la minorité trans a une place spécifique dans la question du genre, justement par cette demande de prise de parole et de parler au nom d'elle. Et je crois que c'est très bien. Et donc je comprends tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au film, même si pour moi Danish Girl a été sur l'histoire de Lily, et là je parle en termes historiques, un moment essentiel. On n'en a pas parlé parce qu'il y a eu comme quoi les Lola ont la vie intéressante comme titre de film pour la personne trans, c'est d'ailleurs intéressant. Mais Lola Pater, je sais pas si vous avez vu ce film, c'est Fanny Ardant qui joue le rôle d'une femme trans. Donc là c'est le père et le fils qui se retrouvent, mais le fils se redécouvre en père, qui est une femme trans. Et donc le film est tout à fait en soi intéressant, mais qu'est-ce que Fanny Ardant en a reçu à l'époque, alors qu'elle commence à parler à la radio et au cinéma, enfin à la télévision en disant la cause trans, etc., etc., etc. Et tout à coup, il lui est reproché, bien évidemment, d'avoir accepté ce rôle. Comment Fanny Ardant a-t-elle pu accepter le rôle d'une trans alors qu'elle est cis? Et ça a été un vrai débat que je trouve passionnant. Et alors j'ai vu le film, j'ai plein de choses à dire sur Fanny Ardant, et en même temps je me suis dit pourquoi elle a fait ça, quoi. Enfin, je veux dire, mais je crois que ça partait, hélas, et je vais mettre ça entre tous les guillemets possibles, mais d'une bonne volonté. Elle se voulait allier et elle a voulu, mais elle a pris aussi la place d'une trans pour le rôle, avec le salaire qui va avec ou l'argent qui va avec, on y revient toujours. Et en même temps, elle n'a pas donné la place à une actrice trans. Donc voilà, moi je trouve que c'est des débats passionnants, et je crois, et je sais pas pourquoi, que la question trans, peut-être que tout autre, est intéressante et passionnante, nous bouscule, peut-être plus que la question du genre encore, comme disait Judith Butler. Je crois que c'est encore plus révolutionnaire dans ce sens-là, et pose plein de questions. Mais donc, il faut revenir à Cary Grant, qui a quand même joué des hétéros toute sa vie. Et je me dis que ça doit être dur quand tu as été gay toute ta vie, de jouer hétéro toute ta vie. Et ça a pourtant été une des plus grandes stars d'Hollywood. Et en gros, il faut quand même pas rire, tout le monde savait qu'il était gay aussi. Donc, voilà, je crois qu'il faut aussi quelquefois voir les histoires à l'envers. Merci pour toutes ces paroles. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Est-ce que ça a réveillé des nouveaux questionnements, des nouvelles réflexions? J'ai pas vu d'où ça venait. Là. Non, moi je suis hyper d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je voulais peut-être apporter la nuance de à l'époque c'était un peu normal, voire nécessaire qu'on ait des représentations quelles qu'elles soient, n'importe quelles soient, tant qu'elles étaient là, et qu'aujourd'hui on est arrivé à une ère où en fait on sait et on peut plus faire semblant de ne pas savoir, et donc je crois que c'est aujourd'hui où le combat il est plus difficile dans justement les représentations, que ce soit les personnes trans, racisées, LGBTQIA+, parce qu'en fait c'est aujourd'hui que c'est important de leur donner la parole, de leur donner le micro et l'argent qui va avec, entre guillemets, parce que aujourd'hui on peut être allié, mais on peut, comme vous avez dit, plutôt supporter et dire tiens, je pense que ce rôle t'appartient et qu'il ne m'appartient pas, là où avant on avait peut-être besoin de ces représentations-là qui étaient peut-être plus simples parce que c'était des personnes avec des privilèges, qu'elles pouvaient mener à bien nos combats et nos étendards, mais qu'aujourd'hui en 2026 il est plus que temps que ce soit des personnes qui soient réelles et qui soient représentées telles qu'elles sont. Voilà. Merci pour
une réponse claire. Parfois, ça fait du bien un petit peu. 100 fois, mais regardez Pause. Pour moi, Pause, pour ça, est peut-être l'aboutissement ultime de la série réussie, sans doute, P-O-S-E, si je me souviens bien. Voilà, il faut regarder cette série parce que justement, ce sont des actrices trans, et c'est passionnant. Enfin, je veux dire, voilà. Et cette série est géniale parce qu'il y a ça aussi. Ce sont des actrices géniales ou géniales. C'est une série géniale parce qu'il y a ça aussi. Il faut être aussi un bon acteur, actrice. On l'oublie, mais aussi c'est important de temps en temps. Mais c'est une série géniale et qui, à mon avis, met sur la table ces questions d'intersectionnalité, de sexualité, d'identité, et elle vous les lance à la gueule, et je trouve que pour ça, elle est très forte. Elle réussit son pari à mes yeux. Bon, ben voilà, regardez Pause, vous n'avez pas le choix. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette soirée. Je vous laisse encore 2 secondes pour voir si quelqu'un veut prendre la parole. Oh, sur le gong. On t'écoute. Voilà. Du coup, ce que je voulais dire aussi, que je trouve intéressant que des gens jouent et soient concernés, c'est que quand c'est pas le cas, on perd beaucoup en richesse en fait dans les histoires qui sont racontées. Parce que je fais justement un travail là-dessus. Et je pense à des films comme Les Reines du Drame, par exemple, d'Alexis Langlois, où là, c'est montré de manière complètement décomplexée, différents corps, différentes sexualités, et il n'y a pas vraiment de questions à ce niveau-là. Ou alors à des films comme Baby de Marcelo Caetano, qui là permettent de montrer aussi de nouveaux aspects du noyau familial et de nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ou alors un film comme I Saw the TV Glow qui aborde justement les questions de transidentité et qui a été fait par un casting qui est totalement dans la communauté, et donc il y a un peu plus cette expérience qui parlait et qui faisait que ça résonnait bien avec tout ce travail. Et pour citer en plus dans les séries, il y a évidemment le travail des sœurs Wachowski avec par exemple The Hundred, qui est pareil une excellente série qui aborde toutes ces questions à leur manière assez unique, je trouve. Merci pour ces recos. Je t'en prie, tu peux lui passer le micro derrière, s'il te plaît. Je pensais juste, en termes de ressources, parce que ça colle parfaitement avec la discussion qu'on a eue ce soir, il y a la fédération wallonne LGBTQIA+, qui s'appelle la fédération Prisme, et Média Animation, qui avait édité il y a quelques années un livret qui s'appelle LGBTQIA+, Médias et Société, je pense, et qui fait en fait justement une analyse des représentations médiatiques des personnes LGBTQIA+. Et voilà, je pense que ça permet en tout cas d'aller peut-être un peu plus en profondeur et d'aller plus dans le détail. Donc, je crois que c'est disponible en ligne. Voilà. J'ai terminé. Oh bah dis, ça n'en finit plus, ça y est. Ça va aller très vite. Je fais juste la petite pub de mon assos parce que sinon mon directeur va être fâché. Mais du coup, vous avez des petits stickers et des flyers sur les tables de mon assos qui s'appelle Tel Quel. Et donc voilà, n'hésitez pas à les prendre chez vous et à les partager autour de vous. Ça peut être super chouette. Et voilà. Et j'espère qu'on se voit à la Pride, tous très nombreuses. Voilà. Bonne soirée. Merci. En parlant de trucs qui traînent sur les tables, est-ce que tu veux nous dire quelque chose peut-être ? Merci pour la transition. J'en profite du coup. Je vous ai mis aussi un petit flyers, donc du coup je fais mon doctorat là-dessus et j'ai besoin de personnes qui viennent me parler de séries que vous regardez et des représentations que vous retrouvez. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a un petit QR code et ça m'aidera beaucoup. Merci. Merci d'avance pour vos réponses. Bon. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive maintenant sur la fin de cette soirée. Vous avez eu plein de recommandations. Il est encore suffisamment tôt pour aller regarder un film recommandé par Marion ou par Valérie. Voilà. J'espère que les discussions vous ont plu, que ça vous a ouvert un petit peu des pistes, que ça vous a fait du bien, même simplement, ou que ça vous fera voir ou revoir des films sous un autre angle. Quant à moi, je vous remercie pour votre présence, pour vos réflexions, pour votre écoute. Et je vais profiter de ma dernière conclusion de la saison pour faire un truc que je fais jamais, à savoir remercier un petit peu tout le monde qui participe à ces événements. Donc déjà, les personnes qui sont à mes côtés. Je remercie Grégor pour le son. Je remercie Marion et Lola de la Médiathèque Nouvelle pour leur travail, leur expertise et leur sélection.
Je remercie bien évidemment Victoria qui est à l'origine de ces soirées et qui gère beaucoup de choses, que ce soit de la communication à la préparation du débat, à la logistique de ce soir. Voilà. On remercie le Point Culture évidemment pour leur accueil. Et puis un merci à vous, sans qui rien de tout ça ne serait possible, bien sûr. Pour moi, c'est toujours un plaisir de présenter, d'animer ce genre de soirée. Et je vais profiter, d'un dernier petit mot personnel, les examens approchant, pour citer une saga qui est bien plus chère à mon cœur que Harry Potter. Et pour finir cette soirée, je vous dirai que la force soit avec vous, puisque c'est le 4 mai, jour international de Star Wars. Voilà. Bonne soirée à vous. Prisme. Comprendre, questionner, débattre. Le webzine étudiant. ULB Podcast.